Bonjour. Bonjour, Bonjour. bonjour, On se bonjour découvre Colette. aujourd'hui. Donc, on va juste prendre le temps de se présenter l'une et l'autre en quelques mots et de présenter aussi la pratique que l'on propose l'une et l'autre. Hélène, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, heureuse de vous retrouver et de jouer ce duo avec toi, comme d'habitude. Euh, Moi, ça fait 20 ans que je suis tombée dans la marmite du transgénérationnel. Euh, Quelque chose qui m'a beaucoup apporté en termes d'éclairage. L'idée aussi, pour ceux qui connaissent pas trop la psychogénéalogie, c'est de voir que chaque ancêtre, chacun de nous, aujourd'hui, chacune de nous, transmet. On transmet à nos enfants, petits-enfants. Si on n'a pas d'enfants, on transmet à nos voisins, à nos collègues, à nos neveux et nièces, etc. On est des êtres de transmission. On prend du bon et du pas bon. Du bon, tous nos talents, nos facilités d'apprentissage, de travailler un métier, d'avoir un hobby. Il va y avoir une facilité d'entrer dans une activité, un sport, etc. Ça, c'est nos ancêtres. Une facilité à chanter, alors qu'on ne sait même pas si quelqu'un a chanté dans notre clan. Voilà, ça, c'est ces transmissions-là. On n'en parle pas beaucoup, comme on disait tout à l'heure avec Stéphanie, la joie, le bonheur, le plaisir de vivre. On n'en parle pas beaucoup parce que nous, on rencontre des personnes qui vont pas bien et qui veulent aller mieux. Mais en tout cas, quand on a des facilités aussi d'entrer dans une fête, dans une joie familiale, par exemple, ça vient aussi de ce que nos ancêtres ont transmis. Voilà. Donc, il y a toujours du bon, sinon on serait tous morts. Mm. Et puis, il y a du moins bon, des choses que nos ancêtres n'ont pas pu ou n'ont pas voulu ou n'ont pas eu le temps de travailler, de transformer. Et l'un de nous, dans une génération, même plusieurs, quelquefois, dans certains clans où il y a beaucoup de difficultés, il va y avoir besoin de plus de personnes. Il va y avoir donc des descendants qui seront en mission, en charge de transformer ces difficultés. Alors aujourd'hui, on va beaucoup parler d'émotions, de corps. Euh, Toutes ces choses un peu plus délicates qui sont transmises par nos ancêtres, eh bien, ça va être des traumas, des drames, des émotions fortes, des accidents, des maladies, etc., qu'ils n'ont pas pu transformer. Voilà. Hein, le transgénérationnel, c'est un petit peu ce fil conducteur que l'on trouve euh, à travailler dans les séances, dans les ateliers, etc. Voilà. Et puis donc, bah, Stéphanie va vous présenter ce qu'elle propose. Et comme on s'est trouvé beaucoup d'affinités, déjà un peu dans nos histoires, déjà, hein, il n'y a pas de rencontre par hasard, et surtout dans la cohérence de nos deux pratiques ensemble. Voilà, on a trouvé Mm. ce qui était très judicieux et ça fonctionne. Mm. Alors, moi, je suis thérapeute psychocorporelle et praticienne en hypnose. Je mêle les deux pratiques, mais aujourd'hui, le sujet, c'est le psychocorporel. Qu'est-ce que c'est le psychocorporel? C'est un outil, c'est une approche thérapeutique qui part du principe que le corps contient toute notre histoire, tout notre passé. Comme un grand réceptacle de notre histoire à nous, de l'histoire évidemment de nos parents et de nos ascendants, comme vient de le dire si bien Hélène. Partant du principe que nous stockons, par exemple, des tensions. Mais les tensions, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est de l'information qui vient s'enquister, s'installer au fil des expériences que l'on a eues ou que nos ascendants ont pu avoir. Donc, le travail du psychocorporel, c'est déjà de reconnaître qu'il y a les mots, MAUX, qui sont là, engrammés dans le corps, et puis de savoir comment on peut, une fois qu'on les a conscientisés, s'en libérer. Le sujet, c'est toujours le même. Moi, j'ai foi dans ce principe-là, que le fait de comprendre une problématique de vie ne suffit pas pour s'en occuper véritablement. Pour s'en occuper, il y a une boucle à faire et il y a besoin de s'occuper à la fois de l'histoire, et c'est ce que l'on fait avec Hélène, de comprendre
d'où ça vient, pourquoi c'est là et pourquoi ça se manifeste encore. Mais c'est important de travailler sur le corps ensuite pour pouvoir permettre, de s'en libérer complètement. C'est vraiment comme si c'était lui qui pouvait être le gardien de tout ça. Le mauvais, mais comme le disait Hélène aussi, le bon. Sauf que le bon, ben, on n'en parle pas parce qu'on s'en rend pas compte, parce que tout va bien et qu'on est dans le vivant et c'est très bien. Mais c'est important quand même de se rappeler qu'il y a ça aussi. Donc on peut tout à fait s'occuper de ces problématiques-là aussi par, la respiration, par du mouvement, par de la relaxation, en passant par le corps. Voilà. Il faut vraiment faire le lien entre le corps et l'esprit pour aller au bout de ça. Mhm. Ça D'ailleurs, vas-y, pardon. Oui, oui, mais c'est ça qui fait le lien entre nos 2 pratiques avec Hélène et qui pour nous est très puissant dans Dialogue avec le clan. C'est comment je vais à la rencontre de mon arbre généalogique et de tous les nœuds, Hélène va en parler, et de mon histoire. Et qu'est-ce que je fais après de ça? Une fois que j'ai compris que je suis en train de repérer le schéma de mon grand-père paternel qui tient ça de son père, qu'est-ce que je fais de ça dans mon présent d'homme ou de femme à l'heure où on parle? Eh bien, c'est là que le corps rentre en jeu pour finalement digérer cette histoire-là. Quand je dis digérer, c'est, vous savez, des fois on dit: «Il faut que ça passe par les tripes». Mhm. Ben, en fait, il faut que ça passe par les tripes, véritablement. Par la tête et par les tripes. Donc voilà, c'est un petit peu le sujet de notre, croisement de Mhm. pratiques avec Hélène. Mmh. D'ailleurs, dans les consultations ou les ateliers, les personnes qui restent en surface de leur histoire, en lisière, qui Mmh. n'ont pas d'émotionnel marqué, euh, ne peuvent pas transformer l'énergie de ces transmissions. Elles vont répéter leur histoire à différents thérapeutes, à différentes périodes de leur vie, mais ça ne va pas basculer sur un mieux-être parce qu'il y a l'émotionnel qui reste coincé. Et l'émotionnel, dans le transgénérationnel, c'est pas forcément le nôtre. On peut pleurer des larmes de nos grands-parents, de notre mère, de notre oncle, etc. Il n'y a pas que la ligne directe hein, aussi qui est prise en compte là-dedans. On peut avoir des colères qui nous viennent voilà, de différents ascendants. Et tant qu'on va rester à raconter l'histoire, eh bien, ça ne va pas se transformer dans les tripes. On dit souvent le cerveau, hein, essentiel pour moi, il est dans le ventre. Hein. Mais c'est vraiment ça, en fait. Hein. Et nous, on reste dans notre mental parce qu'on aime bien interpréter nos têtes. Elles vont très, très bien hein, en général. Elles fonctionnent super. Hein. On va essayer justement de comprendre, de mettre du sens, etc. Et pourquoi et qu'est-ce que je fais avec ça? Rien. Il faut rien faire. Il faut juste accepter que notre ventre, il nous dise des choses. Il gargouille, il va avoir mal, il va avoir des spasmes, les poils vont se hérisser. Et ben c'est ça en fait. Voilà. Et tant qu'on ne veut pas écouter ça, eh bien, on n'ira pas mieux. Voilà. Mmh. Sans parler de guérison, mais on n'ira pas mieux. Alors Ensuite, justement, Hélène, est-ce que tu voudrais bien nous parler, en parlant d'émotions, là tu en parles pas mal, on avait parlé hier des nœuds émotionnels justement qui se manifestent dans l'arbre. Je sais pas si vous voyez les nœuds de l'arbre. Est-ce que tu veux bien nous en parler un peu de ça? et oui, les nœuds émotionnels, parce que l'arbre généalogique, il n'est pas mort, c'est pas des morts. Hein. L'arbre généalogique, il est vivant. Et après le travail d'une consultation, d'un stage, etc., on se rend bien compte que nos ancêtres, même s'ils sont décédés depuis je ne sais combien de temps, ils sont vivants. Ces ancêtres-là, ils ont vécu des choses et ils ont conservé en eux des boîtes d'émotions. Voilà. Eh bien, comme tout arbre, l'arbre généalogique, il a des nœuds. Sur le tronc, on voit bien hein, dans tous les troncs, il y a des petites choses qui se sont indurées, qui se sont cristallisées, qui ont cassé la fluidité de l'écorce ou de la sève. Eh bien, l'arbre généalogique, il a ça aussi. C'est sous forme de nœuds émotionnels, de deuil, par exemple, qui ont été particulièrement compliqués, de pertes dont on ne s'est jamais remis, de maladies, d'accidents, de peurs,
euh, tous les drames qui vont entraîner toutes les émotions, entre autres aussi toutes les blessures. On peut avoir de la blessure d'abandon, de rejet, etc. Nos ancêtres en ont aussi et qui nous ont transmises. Il va y avoir des arbres où il va y avoir plus, par exemple, la blessure d'abandon, de rejet. Il va y avoir des arbres où il va y avoir l'humiliation, etc., etc. Tout ça, ça va constituer une sorte de sève qui ne circule plus aussi bien. C'est comme si on avait bloqué un petit peu des certains passages. Et donc, certains descendants, pas tous, hein, mais certains, auront à charge. Alors, ça va être par le biais de, par exemple, être thérapeute, médecin, spécialiste, etc. On va mettre en place des stratégies pour faire circuler mieux cette sève. Si vous voulez, on parle de notre corps individuel, mais la famille, il faut la voir comme un grand corps aussi, le système familial. Et ce système familial, il est malade ou pas. Il va bien à certains moments et moins bien à d'autres périodes. Ça peut être certaines saisons, certains mois de l'année, etc. Il commence à dysfonctionner. Et donc, en fait, nous, quand on travaille chacun de notre côté sur nos émotions, sur notre mal-être, sur nos répétitions, il y a des choses qui coincent, etc., eh bien, euh, tout le système va s'en trouver mieux. Voilà. Donc, on se soigne soi, on essaye de mieux aller voilà, de sortir de choses qui vont être euh, inconfortables. Et en même temps, on libère nos ascendants qui sont encore là, vivants, et aussi ceux qui sont passés de l'autre côté du voile. C'est-à-dire que, par exemple, si je mets sur mon arbre généalogique un bébé fausse couche, eh bien, cette petite âme qui n'a pas pu s'incarner va continuer son chemin là où elle est, va évoluer parce qu'en fait, on l'aura prise en compte. Voilà. Et donc, tout ce qu'on prend en compte pour soi, pour nous libérer, hein, on pense que c'est très, j'allais dire, égoïste, hein, eh bien, en fait, ça libère aussi. Si on pleure les pleurs de la grand-mère, qu'elle n'a pas pu en son temps, eh bien, ça va la libérer aussi. Voilà. Hein, donc, il y a ça aussi, cet arbre, il a des vivants, il a des morts, mais il a aussi tout plein de gens qui ont des traumatismes qu'ils n'ont pas su gérer, pas su digérer, pas pu le faire. Voilà. Mm. Donc, Bah, justement, on peut rebondir avec la question, même je dirais remarque de Julie, qui dit que lorsque quelqu'un est coupé de ses émotions, peut-on considérer que le corps vit les émotions, même si le mental n'en a pas conscience, et que ces émotions non vécues peuvent être transmises? Et là, ce qui me vient, c'est pareil, ce qu'on nommait hier, Hélène, avec les travaux de Rachel Yehuda. Tu sais, on en parlait hier de ça. Euh, il y a une psychologue qui est aussi une neuroscientifique américaine qui a fait des travaux sur le stress post-traumatique, sur les gens qui ont vécu des gros traumas et qu'est-ce qui se passe ensuite dans le corps par rapport à ça. Et elle a pris l'exemple du 11 septembre avec le World Trade Center, où elle a fait des études sur les femmes qui étaient enceintes au moment des attentats du 11 septembre. Plusieurs mois après, évidemment, ces femmes accouchent. Et les bébés qui sont nés de ces femmes qui ont subi ce traumatisme-là sont nés avec un taux de cortisol extrêmement bas. En traduction littérale, c'est-à-dire que ces bébés sont nés avec un manque de résistance au stress. Parce qu'ils avaient tellement déjà, je dirais que l'organisme de la maman avait tellement déjà subi le stress et donc créé de la compensation pour tenir le choc, que le surstress a été envoyé à l'enfant. Donc oui, quand on s'en occupe pas de cette émotion, parce que le stress, c'est de la peur, c'est de l'anxiété, c'est de l'angoisse, quand on ne s'occupe pas d'une émotion et quand on s'en coupe, parce que quand on en est coupé, c'est qu'on ne peut pas ou c'est pas le moment de s'en occuper, eh bien, on va suivre l'adage que tout le monde connaît, que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et c'est exactement les travaux de cette personne. Et il y a d'ailleurs
Ce sont des travaux en épigénétique, c'est-à-dire que ça part du principe que ça va pas toucher l'ADN de l'enfant quand il naît, pas du tout. L'enfant, il naît de sa maman. Mais je dirais tout ce qui est autour, le contexte, et donc le contexte familial, social, on le sait, l'alimentation, et cetera, va, si vous voulez, colorer d'une certaine manière le brin d'ADN un peu différemment. Et donc, notre histoire vient nous impacter de cette manière-là. Et surtout, l'histoire de nos parents et de nos grands-parents. Alors, dans le ventre de la maman, évidemment, d'autant plus. Et d'ailleurs, il me semble, Hélène, que tu as un Mhm. témoignage par rapport à ça. Mm. Oui, 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 oui. Il m'est arrivé en septembre quelque chose qui m'a fortement impactée. En fait, j'ai été témoin d'un accident entre une voiture et un motard. Le motard a volé dans les airs et est venu tomber à côté de ma voiture, de ma portière. Euh, et donc, voilà, il s'est écrasé, il est pas décédé. Et moi, sur l'instant et pendant plusieurs semaines, j'ai été hyper perturbée, mais vraiment désaxée de mon centre, à tel point que j'avais un peu comme des vertiges. Donc, ça a touché complètement le corps, pas que l'émotionnel. L'ostéo que j'ai vu a confirmé que c'était comme si moi j'avais eu l'accident. En fait, j'étais juste témoin. Voilà. Et je me disais, mon mari était à côté de moi dans la voiture et lui, bon, il n'a pas vu, mais en même temps, euh, qu'est-ce que cet accident vient me raconter à moi? Pourquoi moi je dois voir ce, ce, ce motard, cet accident, et pas mon conjoint qui est vraiment à côté de moi? Voilà. Donc c'était quelque chose, je me suis dit, l'histoire me concerne. Il y a un message. Voilà. Bon, puis je laisse passer les jours, les semaines. Et à un moment donné, je me souviens que ma mère, il y a quelques mois, m'a raconté que quand j'étais dans le ventre de ma mère, euh, mon père, qui était parti en moto, en sidecar avec un oncle, ils ont eu un accident. La moto s'est retournée et ils sont restés coincés quelque temps et ma mère a eu très très peur. Elle est allée voir directement sur le lieu d'accident et moi, j'étais dans le ventre. Je vais mener mon enquête pour voir à quelle date c'était avant ma naissance parce que comme je suis née fin octobre, l'accident dont j'ai été témoin était en septembre et je me demande si ma mère n'a pas été témoin de l'accident de mon père en septembre et moi aussi puisque j'étais dans le ventre. Mm. Pour vous dire que dès l'instant où j'ai pris conscience de ce lien possible d'un motard qui a déjà existé dans mon clan, dans mon histoire, mon corps a, ben, voilà, il a lâché des choses en fait et il s'est réaligné. Mm. Je pense que c'était une des clés pour que j'aille mieux et pourquoi je devais être témoin de cet accident, peut-être pour nettoyer la peur de ma mère, mais aussi moi qui était un petit peu forcée de gober, hein, d'avaler la terreur de ma mère. Voilà. Mm. Et donc, Mm. dès l'instant où j'ai fait le lien avec cet événement familial, eh bien, voilà, mon corps a repris. Et comme c'est un endroit dans le village où je passe souvent, j'ai pu constater que maintenant, quand j'y repasse, suite à ce lien que j'ai fait, eh bien, j'ai plus le stress que j'avais au début, où là, je faisais des kilomètres pour contourner. Et là, maintenant, je peux passer, je me suis distancée. Hein, non pas que j'ai pas de compassion pour cet homme-là, mais je me suis distancée parce que j'ai fait la paix et le lien avec ma propre histoire. Voilà. Et j'ai pas fait, j'ai plus agglomérer les deux histoires, en fait. Mm. Et c'est ça qui est important, c'est que on va souvent fusionner des histoires, mais qui ne nous appartiennent pas, avec la nôtre, et on va porter ce qui ne nous appartient pas.
Voilà, hein. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant de témoigner de ça parce que, en fait, ça permet de mettre du sens. Pourquoi faire le lien avec ce qui s'est passé dans le transgénérationnel et aujourd'hui, hein, et des choses qui peuvent remonter à 2, 3, 4 générations. Mmh. Voilà. On sait qu'il y a encore des impacts de la terreur, de la révolution, etc., hein, de la guerre 14, etc. Voilà. Mmh. Alors, pour justement continuer à vous proposer des témoignages, des manifestations de ce qui peut bloquer pour peut-être vous inspirer dans vos propres histoires ou peut-être commencer aussi à envoyer des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez déjà soit nous écrire, soit lever la main et puis on vous donnera la parole. Mais en attendant, je voulais vous partager aussi avec Hélène, on en parlait aussi, ça peut prendre des manifestations plutôt étonnantes. Par exemple, ça peut aussi se manifester, cette histoire de transgénérationnel bloquant, je dirais, sur le plan physique, dans la sphère professionnelle, par exemple aussi. J'accompagne en entreprise, je coach notamment des porteurs de projets sur l'écologie de vie qu'ils peuvent mettre en place autour de leurs projets. Et j'accompagne une femme qui a à peu près la quarantaine, qui est en pleine reconversion. On va l'appeler, enfin on va pas l'appeler en fait, je l'accompagne et on voit bien qu'elle a enfin on constate qu'elle a du mal à s'y mettre. C'est-à-dire le projet est prêt, tout est prêt, elle a l'idée, ça a du sens, tout l'intéresse et puis elle me dit: «Mais moi je me lève le matin, je n'avance pas quoi, je comprends pas, je n'arrive pas à m'y mettre, ça fait plus d'1 an que c'est dans les cartons, il faudrait que je le fasse», donc ça c'est la tête qui parle, mais je n'y arrive pas, ça c'est le ventre qui répond. Là, on est complètement dans ce psychocorporel qui est en train de se réveiller. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, c'est un phénomène de procrastination. La procrastination, pour ceux qui ne savent pas tout à fait, c'est le fait de remettre tout le temps à plus tard quelque chose qui devrait être fait maintenant. Et donc, elle ne lance pas son projet. On creuse, on creuse, on creuse, on gratte. La procrastination, je sais que c'est le système nerveux, en fait, qui est complètement emballé. C'est pas qu'elle veut pas s'y mettre, c'est qu'elle a tellement peur de quelque chose qu'elle ne s'y met pas. C'est lié à l'émotion de la peur, la procrastination. Donc déjà, c'est de commencer à identifier ça avec elle. Qu'est-ce qu'elle identifie quand on creuse un peu cette histoire de peur, cette émotion-là? Elle dit: mais j'ai peur de ne pas y arriver, en fait. J'ai peur d'être en échec sur mon activité. Donc, si je ne m'y mets pas, je ne me plante pas. OK. Donc on détisse, on détisse, on détisse. D'où ça vient cette histoire-là? Ah ben moi, si c'est pas parfait, je ne peux pas le faire. Si c'est pas parfait, je ne peux pas le faire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la perfection. Et ça vient d'où? D'une histoire de famille. Elle me raconte qu'enfant, enfin, elle retrouve, je dirais, en souvenir, qu'enfant, elle rentre de l'école, elle a eu 17 à un contrôle de maths, elle arrive à la maison, que lui dit sa mère? Et où sont les 3 points qui manquent? Pourquoi tu n'as pas eu 20? Parce que si tu n'es pas parfaite dans ton travail, tu ne seras pas à la hauteur de ce qu'on attend de toi. Et donc, elle a imprimé ça émotionnellement et aujourd'hui, ça l'empêche d'avancer. Et pour faire un peu plus le lien encore, pourquoi sa maman lui parle comme ça? Elle apprend que sa grand-mère, alors ça c'est au fil de plusieurs séances évidemment, sa grand-mère, la mère de sa maman, était une couturière en ville qui avait un salon de couture avec 3 employés. Et à l'époque, la grand-mère disait tout le temps qu'elle, à temps plein, elle repassait après les 3 employés qui faisaient les travaux de couture, parce qu'en fait, ça n'était jamais assez bien. Et la grand-mère a élevé la mère en lui disant: si l'ouvrage n'est pas parfait, il ne passe pas la porte du salon. Ma fille, la perfection, c'est comme ça que tu peux avancer et travailler. La grand-mère avait plaisir à dire à sa fille: je tiens ça de ma mère et je la remercie. Là où peut-être, en tout cas c'est l'histoire de la grand-mère, peut-être que ça lui a permis de mener sa carrière à l'époque comme elle le souhaitait, ça aujourd'hui, ça empêche la petite fille d'avancer. Ce syndrome de perfection est vraiment problématique, affecte son système nerveux. Et vous vous doutez bien qu'un accompagnement juste professionnel ne va pas suffire. Plus je vais lui dire, c'est ça qu'il faut que tu fasses dès lundi matin pour que ça fonctionne, plus elle va me dire,
Je peux pas, quoi. Je peux pas. Il faut d'abord s'occuper du système nerveux, d'abord s'occuper de l'histoire de l'arbre avant de se mettre au travail. Et là, on est vraiment dans le travail. Mmh. Je sais pas si ça peut déjà un peu vous inspirer, par rapport à votre entourage, à votre histoire, voilà, vraiment n'hésitez pas. Mmh. Mmh. Heu, Heu, Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui parlait de couper des émotions, ouais. être coupé de ses émotions. On en a tous des émotions, tout le temps, à toutes les minutes de nos journées. Sauf qu'on peut arriver à les gérer. Quand on est coupé de nos émotions, c'est que peut-être on en a eu trop peur et peut-être que dans le transgénérationnel, il y a eu des émotions qui n'ont jamais été dites. Si on a l'interdiction de pleurer ou d'être déprimé ou d'être triste après un deuil pendant des mois et des mois, on peut avoir des clans où il y a une impossibilité d'exprimer les émotions. Donc c'est déjà accepter qu'on soit mal, qu'on pleure, qu'on soit en colère, que voilà, on ressente ça, et puis ensuite, eh bien, les vivre, les accueillir, etc. Alors c'est pas toujours confortable, mais plus on va s'habituer à ça, et plus on va se rendre compte qu'une émotion, ça ne reste pas, ça passe. Donc, on traverse ça. Quand ça s'installe, ça devient chronique et c'est autre chose, hein. Ça va rentrer dans un comportement et un état qui va s'installer. Voilà. Mais une émotion, on a peur. Si on l'accueille, notre rythme cardiaque va tout de suite s'apaiser et on va rentrer après dans la paix, voilà, dans quelque chose de plus détendu. Donc ça, c'est important, mais selon le clan, on peut avoir eu une éducation qui nous a vraiment coupé de l'émotionnel. Voilà. Alors Hélène, on a Naïma qui nous pose une question, qui nous demande comment effectuer le travail lorsqu'il s'agit de personnes qui n'ont pas accès à une partie de leur arbre suite à des adoptions, orphelinats ou autres. Oui. On peut toujours travailler, hein. D'ailleurs, en stage, on a eu une personne qui avait travaillé son arbre et fait son arbre pendant 2 ou 3 mois, hein, avant le stage. Et puis le jour du départ pour le stage, elle l'a oublié. Et ben, elle est arrivée et elle a fait de mémoire son arbre. Et puis, avec Mmh. les petits éléments qu'elle avait, on a pu travailler. Donc, on peut travailler tout le temps un arbre. Il parle d'ailleurs tout le temps, hein, de façon différente au fil des mois. On peut l'interpréter voilà, de façon très multiple. Et pour ce qui est des manques, parce qu'il peut y avoir des difficultés à trouver, surtout dans les adoptions, euh, l'idée, c'est de voir un petit peu comment nos parents adoptifs ont adopté l'enfant, comment, par quel pays ils ont été attirés, quelle culture, quelle origine de la région, etc. Ça peut donner déjà des petites pistes. Et puis, le corps, il va porter en, en- en lui l'histoire de la famille adoptive et biologique, évidemment. Mmh. Et donc, on peut arriver quelquefois, hein, moi j'ai eu le cas par exemple d'un petit bébé arménien qui a été adopté tout bébé par une famille française. Eh bien, au mois d'avril, lors du génocide arménien, ce petit tombait malade régulièrement. Il ne savait pas puisqu'il était bébé, mais son corps savait. Voilà. Donc, ça peut vouloir dire aussi que pour les personnes qui ont été adoptées, qui ne savent rien de de leurs origines, on peut avoir des pistes à explorer, voilà, à retrouver. Quelles sont les situations qui nous mettent en émoi, qui vont nous perturber, quand est-ce que je tombe malade, à quelle période, etc. Donc voilà, il va y avoir aussi ces petites pistes-là. Plus Mmh. on a d'informations évidemment sur la famille biologique, et plus ça sera facile d'établir les deux arbres, en fait, hein, de la famille biologique et de la famille qui adopte. Voilà. Mais on peut trouver hein, quand même pas mal de choses. En tout cas, en séance et en atelier, on fait parler les croyances, les paroles, hein, sois parfaite ma fille, voilà, toutes ces phrases-là qui nous ont bercés. Et Mmh. ça, c'est super important aussi de dénouer avec ça. Les Mmh. souvenirs, les façons d'avoir été éduqués, etc.
Alors justement, alors avant que je prenne la question de Julie, vous dire que voilà, le temps des questions-réponses a démarré. Si vous voulez poser une question, vous avez la petite main, je sais plus où elle est, la main dans Zoom. Moi, je la Ah vois plus. oui, je crois que c'est à réagir. Voilà, donc n'hésitez pas et puis vous prenez la parole, on peut discuter comme ça là. Et sinon dans le chat aussi. En attendant, on a Julie qui nous dit que l'histoire de la procrastination liée au perfectionnisme, elle dit, cette anecdote, j'ai l'impression qu'elle parle de moi, sauf que je n'ai jamais eu ce genre de remarques de mes parents et je n'ai pas encore compris non plus ce qui pouvait s'être passé au niveau transgénérationnel. Alors, Hmm. juste moi, ce que je voudrais répondre, c'est qu'effectivement, là, on a parlé d'un cas, d'une personne. Elle, la procrastination, elle est liée à ce syndrome de la perfection. Il y a plein d'autres raisons. Il n'y a pas une histoire familiale qui se ressemble. Hélène, je l'ai vue travailler sur je ne sais pas combien d'arbres. J'ai jamais entendu la même histoire, en fait, finalement. Donc, Hmm. il y a mille raisons. Vous, ce que vous entendez là, c'est qu'il y a ce syndrome de procrastination. Est-ce qu'il est lié au perfectionnisme ou pas? Ça, c'est à creuser. Mais il y a plein d'autres causes et possibles, bien sûr. Et la Oui, phrase, un exemple, pardon, oui. vas-y, je t'en prie, vas-y. Un exemple, autrefois les bébés mouraient ou les mamans qui accouchaient mouraient. Voilà, il y avait une mortalité beaucoup plus grande que maintenant. Mm, Et on s'est habitué, par exemple, à ces deuils-là, hein. Et moi, j'entends souvent, en parlant par exemple d'une grand-mère qui est morte en couche, ah ben, ça arrivait souvent autrefois. Ces phrases-là banalisent l'émotionnel. Et c'est ça qui va créer un nœud. C'est-à-dire qu'on va interdire inconsciemment à l'entourage de traverser le deuil. Le processus de deuil, il est figé. Alors, il va y avoir plusieurs possibilités chez les descendants. Le veuf, est-ce qu'il va aimer l'enfant qui a tué sa maman? Hein, souvent, le bébé peut porter cette inscription, j'ai j'ai fait mourir ma mère. Voilà. Et peut-être qu'on lui a dit aussi. Ou alors, le veuf va adorer cet enfant parce que c'est le dernier message légué par sa femme qui a disparu. Voilà. Comment le veuf va élever cet enfant? Est-ce qu'il va l'intégrer, l'exclure? Voilà. Et l'enfant, est-ce qu'il va se sentir coupable de ce qu'il a fait, entre guillemets? Est-ce que il va adorer sa maman, l'idéaliser? Et après, petit à petit, chez les descendants, il va y avoir une difficulté à se marier, à s'engager, parce qu'un bébé, ça peut faire mourir. Si ma femme tombe enceinte, je peux la perdre, etc., etc. Donc, en mm, fait, on ne peut pas, pour la procrastination, par exemple, donner qu'une piste. En tout cas, chaque histoire va parler différemment. On peut avoir plein d'histoires d'abandon et c'est plein d'histoires à interpréter différemment. Voilà. mm, Hein, c'est ça la richesse aussi du transgénérationnel. Là, on va vous donner avec Stéphanie des pistes, des mm, généralités. Voilà, parce que nous, on a rencontré ça, etc. Mais il y a tellement, tellement d'autres possibilités à, mm. à travailler, en fait. Et vraiment, c'est un plaisir pour nous d'échanger avec vous. Donc, vraiment, n'hésitez pas, pas de timidité entre nous. Si vous avez envie de partager, vos témoignages sont précieux aussi, hein. Souvent, ça Oui, permet à chacun, à chacune de comprendre. ben oui. Il y D'autant que a, vous n'êtes pas là par hasard, tous ouais, ensemble. c'est vrai. Donc, il faut pas hésiter. Euh, Euh, Ces nœuds émotionnels, juste pour dire, ça bloque l'énergie de l'arbre. C'est comme si vous aviez un petit caillot vraiment qui empêche le sang de circuler dans la veine, par exemple. Ben, dans l'arbre, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que ça va bloquer l'énergie de l'arbre. Et petit à petit, ben, les arbres, ils ont besoin d'avoir toute la force de la sève et il va y avoir des descendants, possiblement, qui vont être empêchés, qui vont se trouver dans des répétitions d'échecs, de choses qui vont pas bien dans leur vie sociale, professionnelle, relationnelle ou autre. Et voilà, hein, donc ça, tous ces nœuds émotionnels, si chaque corps n'évacue pas au fur et à mesure, ben, en fait, des pathologies éventuellement peuvent s'installer. hmm. Voilà.
hein, c'est vraiment on empêche la vie de circuler. À la fois, on parle de somatisation et de mots MAUX dans le corps. À la fois, il y a pas un guide, binaire, je dirais. On peut pas dire: Non. «Il a mal au dos, donc c'est ça». On peut pas faire une recette pour tout le monde. C'est vraiment tellement, particulier à chaque histoire, à chaque physique. Hier, on parlait avec Hélène aussi, ça nous a beaucoup animé là, cette proposition. Pour ceux qui nous suivent, on a développé les 5 blessures, émotionnelles de Lise Bourbeau, les 5 blessures, le rejet, l'abandon, la trahison et cetera, et il y a une tendance vers des physiques, des postures physiques qui peuvent, tendre, à se dire: «Tiens, c voilà, peut-être que ce physique-là va être lié plus à une blessure d'abandon ou de rejet». Elle a développé ça dans ses travaux. Et on se disait: «Mais justement dans la famille, lorsqu'une blessure émotionnelle se répète», ce qui arrive assez souvent, hein, une blessure d'abandon, on réalise qu'elle, elle revient, hein, régulièrement, dans la famille, et du coup, effectivement, les postures dans la famille, les faciès, les contours et cetera, on peut retrouver des choses qui se répètent. On va dire: «Tiens, il se ressemble beaucoup, il a un air de», hein, il a un air de son grand-père, il a un air de sa grand-mère. Alors évidemment, c'est pas, comment je peux dire ça? C'est pas une science exacte ce dont on est en train de parler. Par chance, c'est une science humaine. Donc Mm. ça ne peut pas être avec cette exactitude-là. Par contre, on peut en tenir compte en se disant: «Mais tiens, est-ce que ces 2 personnes-là, dans la même famille, elles ont pas vécu une espèce d'écho de blessure qui est en train de revenir? Et est-ce que ça se raconte pas juste dans le corps en observant comme ça?» Mm. Voilà, c'est presque envie de dire, c'est une question qu'on peut poser. On n'a pas la réponse, on n'a pas cette prétention-là, mais on observe à force, à force, à force de voir des gens quand même. Mmh, Oui, oui, oui. mmh. Julie qui nous partage: «J'ai beaucoup de difficultés à bouger mon corps depuis de nombreuses années. Je me sens lourde et ma thérapeute a évoqué un syndrome du gisant. Mais je fais aussi le lien avec une arrière-grand-mère qui a passé la fin de sa vie au lit, plusieurs années sans bouger». Alors ça, c'est Mm. intéressant. Hélène, tu veux bien nous parler quelques instants? On en avait parlé, mais ça vaut le coup peut-être d'en reparler un petit peu, le fameux syndrome du gisant? Mm. Alors, méfiance parce que, en fait, il y a très peu de gisants dans les arbres. Euh, ce qui va provoquer le syndrome du gisant, c'est suite à un décès traumatisant, pas dans l'ordre des choses. Mais tous les morts ne vont pas engendrer des gisants. Voilà, ça c'est une chose. Par exemple, ça va être suite au décès d'un enfant, d'un jeune, de quelqu'un que c'est pas dans l'ordre des choses, d'une mort subite, violente. Voilà. Donc là, ça peut être un deuil qui peut engendrer ensuite des gisants. Voilà, donc on n'est pas tous gisants. Parce qu'il y en a qui viennent en consulte et qui disent: «Oh là là, j'ai appris que je pense que je suis gisant de 10 personnes». Non, déjà, c'est hyper lourd. Donc voilà, donc ça, déjà, c'est rassurant. Euh, mais c'est comme dans beaucoup de formules, c'est rentré un petit peu dans le vocabulaire classique. Et puis donc, du coup, on a ce syndrome-là. Euh, le lien avec l'arrière-grand-mère, il est peut-être intéressant à explorer. Peut-être qu'avec cette arrière-grand-mère, vous êtes en lien de date, de naissance, de conception, de décès, etc. Et peut-être qu'il y a une sorte de loyauté. C'est un petit peu vers quoi j'avais envie d'aller pour ça. On va se sentir quelquefois comme obligé de ne pas montrer trop notre bonheur parce que nos ascendants ont souffert. Voilà. Comment montrer que je suis super heureuse si je sais que mon arrière-grand-mère a fini sa vie dans un lit et qu'elle pouvait plus se lever et elle attendait la mort, etc., etc. Voilà. Mmh, Donc, on a ces loyautés-là qui viennent vraiment nous piéger très souvent, régulièrement, même, je dirais pratiquement tout le temps, si on n'y fait pas attention. Ne mmh, pas les dépasser, ne pas réussir là où ils auraient voulu réussir, ne pas divorcer alors que notre mère ou grand-mère aurait voulu divorcer, etc. Ne pas euh, trop bouger ou trop danser parce que mon arrière-grand-mère est restée coincée dans son lit des années ou des mois. Voilà. Et ça, ces loyautés,
c'est un peu comme si on ne s'autorisait pas. Donc, on va rentrer dans un auto-sabotage. C'est là où le corps va s'exprimer parce que lui, l'auto-sabotage, il n'a pas envie. Il n'est pas OK. Voilà. Donc, on peut, avec notre mental inconscient, se faire piéger et saboter notre vie, ce qui pourrait nous expanser, nous épanouir. Et puis le corps, ben lui, il va résister en disant, mais moi, je ne suis pas d'accord, je suis là dans cette incarnation, c'est pour bouger, c'est pour danser, c'est pour vibrer, en fait. Mm. Et c'est ça qui peut nous interpeller, justement. Quand le corps commence à coincer, qu'est-ce qui n'est pas juste pour moi et que je devrais transformer? Voilà. Et c'est Mm. pas en étant comme l'arrière-grand-mère ou comme la maman ou comme le papa que ça va guérir tout le monde, pas du tout. Mm. Et c'est aussi, alors j'ai conscience là que je vais parler comme un livre quelques instants, mais c'est pas pour parler comme un livre, c'est pour vous parler de la possibilité de changer un peu de paire de lunettes sur ça. Quand vous avez une somatisation qui est là, des douleurs qui sont là pour, elles sont là pour quelque chose. Et moi, je dis souvent que le corps est un véritable allié, même dans la maladie, même quand on a mal. Il est en train de nous dire quelque chose. Pour moi, c'est le capitaine à bord. C'est comme Mm. s'il avait l'information avant moi et qui me disait, tiens, regarde par là, on a quelque chose à gérer là, je te demande de t'en occuper. Et si je ne m'en occupe pas, ben, il me fait de plus en plus mal. C'est pas contre moi, c'est avec moi. Mm. Et de savoir que dès que je me mets à l'écoute, déjà rien que ça, c'est comme s'il y avait une espèce de duo entre lui et moi. On pourrait se raconter ça si on avait envie. Dès que je me mets à l'écouter, mais tout de suite il respire, tout de suite ça circule, tout de suite il a envie de danser, juste parce que j'établis une relation. Alors si je prends le temps après de me mettre dans quelque chose, dans cette écoute-là, alors là, ça peut aller effectivement très loin. Je ne suis pas en train de dire on n'est pas bien, on guérit, voilà. Ce n'est pas des choses aussi simples que ça. Mais c'est le seul chemin subtil pour mettre de la conscience sur une cause, une raison, une histoire. Et puis après, effectivement, il faut s'en occuper physiologiquement, bien évidemment. Mm. Alors, on a Dominique qui nous partage. Alors, attends, oui, j'ai Naïma qui dit, de fait, pouvons-nous penser des symptômes physiques comme une pulsion de vie? Ben Je pense voilà, que c'est les signaux d'alerte du ouais, corps. Quand ça c'est commence ça, à rentrer dans la biologie, c'est que notre vie, elle a déraillé, elle est plus sur le bon rail. c'est Voilà, ça. qu'on est Elle sorti de s'inquiète. l'ornière ou qu'on est resté dans l'ornière familiale, hein, d'ailleurs, hein. Ça peut être ça, mais que ça ne nous convient pas. On peut se satisfaire, par exemple, d'un métier pendant 20 ans. Et au bout d'un moment, on en a ras-le-bol, on a fait le tour. Eh bien, on peut avoir accepté des dictats familiaux pendant un temps, ça nous a nourris, et puis à un moment donné, on se réveille pour vivre autre chose. OK, voilà, et c'est ça. Et l'idée de ce travail-là, c'est de ne pas avoir l'impression de trahir la famille, d'abandonner la famille. Non, 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 c'est qu'on est tous des individus et qu'on a ce devoir de se personnaliser, justement, pas d'être comme tout le monde. Alors, on a un partage de Dominique. Après des années de psychanalyse, je travaille maintenant sur mon arbre. Comment repérer ces nœuds et comment aider les descendants? Je vis actuellement une situation où de la violence est exprimée, alors que ce n'est pas quelque chose que j'ai connu dans ma famille. Mm. Mm. Alors, la première chose qui me vient, la violence, elle peut être très masquée dans les clans. On n'est pas obligé de se taper dessus pour dire que le clan, il est violent. La violence, elle peut être dans les attitudes, dans le non-dit, la violence d'un secret de famille. C'est d'une lourdeur étouffante, asphyxiante. Et là, c'est violent. Et pourtant, on voit pas la violence, parce que derrière le mot violent, on voit tout de suite les coups, les gestes. Et il n'y a pas forcément que ça. Et ça peut être très violent d'avoir, par exemple, un père indifférent, euh, un- une grand-mère qui n'était jamais contente et satisfaite de ses enfants, etc. Bref, donc la violence, déjà, à voir un petit peu, je pense que
dans chaque clan, il y a une sorte de violence, pas toujours la même. Voilà, une violence, par exemple, un enfant qui se sent moins aimé ou moins désiré qu'un autre, ça peut être violent aussi, ça peut être vécu. On parle aussi dans ce live beaucoup du ressenti. En fait, on peut se sentir abandonné alors qu'on n'a pas été abandonné dans la réalité. Nos parents étaient là, tout allait bien, etc. Hein, donc nos ressentis sont aussi euh, une- un phare qui nous va nous éclairer. On peut se ressentir violenté alors que papa et maman nous ont jamais tapé dessus. Et pourtant, il y a ce ressenti. C'est le corps qui le ressent. Voilà. Et c'est ce qui compte. Et c'est ce qui compte, hein. C'est vraiment, dans une fratrie, il y aura toujours quelqu'un qui va se sentir moins aimé que l'autre, moins bien traité, etc. C'est ça qui compte. Mm, Parce que c'est avec ça mm, qu'on va pouvoir avancer. Voilà. mm. Alors après, on est deux pour faire des enfants, hein, jusqu'à présent, un homme et une femme, jusqu'à présent aussi. Et quand on a des enfants voilà, qui vont plus ou moins bien, il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas les seuls responsables. Il y a l'autre lignée aussi, hein. Voilà. Donc déjà, il faut voir aussi toute la portée de l'arbre. Quand je vois comment aider les descendants, ça peut venir aussi de la lignée de papa, de maman, etc. Donc ça, c'est important aussi de bien équilibrer l'arbre. Les deux lignées sont hyper importantes. Il n'y a pas que le Mm, matériel dans les transmissions. Voilà mm, ce que je peux dire, Dominique. mm. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas pour les quelques minutes qui nous restent, en attendant de voir s'il y en a ou des témoignages. Vous partagez qu'avec Hélène, on travaille donc essentiellement sur un stage une fois par an qui s'appelle Dialogue avec le clan, où justement on mixe nos deux pratiques. Donc, on travaille avec un groupe, euh, je vais dire réduit, avec un nombre de personnes qu'on a évidemment choisi soigneusement, pour permettre à chacun, chacune de travailler son arbre avec Hélène, à la fois de manière individuelle, mais aussi en présence du petit groupe, parce qu'il y a des effets miroirs dans les arbres qui sont complètement fous. Enfin, moi, à chaque fois, je ne m'en remets pas. Magique. C'est magique, voilà. Ça, c'est vraiment Ouais. la magie du groupe. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, que chacun, chacune a travaillé son arbre, je dirais tirer une pelote de laine sur une branche précise ou d'une manière un peu plus globale, on va mettre de la pratique corporelle dessus. C'est à la fois très doux et dans le respect de là où vous en êtes physiquement, hein. Il n'y a rien de, voilà, ça se passe évidemment toujours très bien. C'est avec de la musique, avec des guidances, puisque comme je suis praticienne en hypnose, je vous propose des guidances qui vous permettent d'aller chercher un peu dans les tiroirs de derrière, là, ce qui pourrait s'être logé comme information. C'est-à-dire, il y a ce que je comprends de mon arbre, parce que je le lis, parce que je le perçois. Il y a Hélène qui vient ramener, je dirais, des couches supplémentaires de compréhension et qui amène aussi de l'émotion dans la pertinence de ces questionnements. Et de là, on va mettre du corps. Et de là, en fait, il y a quelque chose qui est en train de se tisser qui va bien au-delà, en général, de la demande initiale. J'ai envie d'arrêter de procrastiner, par exemple, puisqu'on a pris cet exemple-là tout à l'heure avec cette personne. Et puis, on va terminer sur un travail dans le corps qui n'a absolument rien à voir. Enfin, on a des témoignages incroyables. Ça va très loin en 3 jours. Voilà. Ça, on va très loin aussi, évidemment, en consultation individuelle, hein. C'est une autre manière de travailler et il n'y a pas de meilleure manière. Ça dépend vraiment de chacun et chacune. Mhm. Ouais. Voilà. Mais le, le corps, en fait, quand il commence à envoyer des signaux, c'est qu'on n'a pas vu et Mhm. pas entendu ou pas su lire les messages qui étaient déjà avant. Mhm. On peut avoir, par exemple, eu des répétitions, je sais pas moi, dans des licenciements, des choses, on bute toujours sur les mêmes difficultés relationnelles, etc. Et puis une fois, deux fois, puis la vie, elle est super, elle répète les leçons. Et comme on comprend pas bien, ben, elle insiste plus fortement à chaque fois.
Et puis jusqu'à un jour où elle va dire, non mais là, tu ne comprends rien ce que je veux te dire. Eh bien, il va y avoir une cheville foulée, par exemple, ou voilà, un petit message du corps qui va faire dire, mais je suis peut-être pas sur la bonne direction. Voilà. Donc, quand le corps commence à envoyer des signaux, c'est que avant, il y a peut-être déjà eu des messages on n'a pas voulu voir ou que c'était trop douloureux ou que c'était pas le moment. Voilà. Mais le corps, lui, eh ben, il a besoin d'exprimer parce qu'il porte déjà tellement d'émotionnel à lui et au transgénérationnel qu'il ne peut pas non plus être l'homme fort tout le temps. Voilà, c'est dans ce sens-là où il faut être attentif à tous ces petits signes. Et c'est important, on l'a dit tout à l'heure, c'est important de vous rappeler, donc il y a des études qui ont été faites là-dessus, hein, c'est pas un truc, dans l'air. Il y a vraiment des études scientifiques qui prouvent que lorsque vous offrez des expériences positives, Mm, corporelles, lorsque vous informez votre corps avec, un environnement soutenant, avec des pratiques, particulières, ça peut être aussi des habitudes de vie plus saines, il y a plein de choses. Ça va venir vraiment informer vos gènes de manière bénéfique. Ça transforme pas les gènes, ça leur donne de l'information. Moi, j'ai vraiment l'image de mettre de la lumière dans les circuits neuronaux, par exemple, vous voyez? J'informe les circuits et ce principe de résilience, c'est pas de la littérature, c'est physique, c'est organique. La résilience, elle peut venir, on le sent dans son corps, on se dit: «Tiens, là, je sens que mon corps, il a pris du bon». Je peux pas vous expliquer ce qui se passe, mais il s'est passé quelque chose. On l'entend, hein, souvent, oui. des personnes qui peuvent raconter une histoire avec, parce que leur tête a pris quelque chose, mais parfois, elles ne peuvent pas vous raconter quelque chose qui va en face, mais elles vous disent: «Mais je me sens tellement mieux, je respire, ça s'est Mm, ouvert, là, je sens que j'avais une douleur dans le dos, ça va mieux», voilà, on mm, entend des choses, incroyables et c'est mm, de garder cette conscience-là que vous avez, c'est ce qu'on disait encore avec Hélène et moi, c'est ce qui est merveilleux, je trouve, on ne subit pas notre histoire, on a le choix. mm. Oui, On a oui, le oui. choix. C'est merveilleux. Nous, là, on est juste les boîtes à outils à vous en parler un petit peu, prenez le marteau ou prenez l'enclume, machin, mais en vrai, Mm, ne serait-ce qu'en prenant l'information et en décidant peut-être juste de respirer un peu avec ou de bouger un peu avec, on peut envoyer de l'info au circuit et à leur dire: «Tout va bien, en fait». Ça, mm, c'était avant. Maintenant, tout va bien. mm. Voilà, donc ça, c'est vraiment un message qu'on avait envie de vous passer aussi. Mais regardez quand vous lisez un livre ou vous regardez un film, il y a des émotions, votre corps va réagir en fonction de l'histoire qui n'est pas la vôtre. Mmh. Et si elle résonne, c'est que peut-être c'est un peu de la vôtre aussi quand même, au fond, et du transgénérationnel. Il y a pas de hasard dans les émotions qui vous viennent, les larmes qui vous viennent en voyant un garçon, une petite fille dans la rue. Voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a interpellé chez cette personne et qui fait que quelle est la partie en moi qui a besoin d'être exprimée et que j'exprime pour quelqu'un qui est extérieur à moi, c'est plus facile souvent. Donc, il y a ce lien à faire tout le temps, hein. On n'est pas par hasard ni en émotion. D'ailleurs, quand on travaille son arbre, il y a des émotions qui nous viennent en parlant, par exemple, d'une grand-mère, d'un arrière-grand-père qu'on n'a jamais vu. Et pourtant, on contacte des choses de leur vie, hein. Donc, c'est bien engrammé dans notre corps. Voilà, hein. Ce corps, il est porteur de toutes ces mémoires-là familiales. Voilà. Mmh. Mm. Alors Naïma nous demande comment entendre alors des rémissions ou au contraire l'installation dans du chronique. Alors, c'est une question un peu délicate, Mm. dans le sens où je vais le rappeler, mais je crois que je vais jamais le rappeler assez. Hem, on n'est pas en train de parler de médecine du tout et c'est vraiment 2 sujets, mais on parle d'une autre part. On dit souvent le chronique pour moi c'est quoi? C'est le corps qui chuchote, qui raconte: «J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal» et à un moment il crie: «J'ai mal en fait. Je te demande de t'en occuper de cet Mm. émotionnel enquisté depuis tant d'années, depuis tant de générations» et cetera. Ça n'enlève Mm. rien au fait qu'il faut aller voir un médecin et cetera. La rémission, on peut s'imaginer de manière un peu simpliste, mais c'est aussi ça, mais ça n'est pas que ça, qu'effectivement, je t'ai entendu et je m'en occupe.
Tu as besoin de respirer? Je respire. Voilà, pour le faire en très simple. Mais c'est évidemment pas suffisant, mais c'est une part de la solution en tout cas, bien Mmh. sûr. Oui, Mmh. oui, oui, oui. Il va y avoir des clans où il y a des maladies chroniques, des cancers, des accidents, des suicides, etc. Hein, on peut dire que, comme je disais tout à l'heure, le clan, c'est un grand corps. Et le corps, il est malade sur plusieurs niveaux et générations. Voilà. Mais c'est pas forcément que, euh, que les gènes qui sont malades. Il y a peut-être de l'histoire et un premier drame initialement qui a eu lieu et qu'on n'a jamais pris le temps ou qu'on n'a jamais voulu explorer un petit peu plus finement. Voilà, il y a peut-être cette piste-là à explorer pour compléter un peu ce que Stéphanie a dit. Mmh. Eh bien, nous sommes en train tranquillement d'arriver au terme. Ah, alors on a Valérie qui nous dit à propos de l'ADN, voir les travaux de Joël de René en épigénétique. On Ah sait oui. aujourd'hui que si. Oui, tout Mm, à fait. On informe de nouveau notre ADN. Merci mm. pour vos partages et pour vos infos. Je serai là en février avec joie, Valérie. Et merci pour l'info. Hop, je note. Je vais aller regarder tout ça. C'est super. C'est merveilleux. Moi, ça m'envoie plein d'espoir de lire des choses comme ça. À chaque fois, je me dis, mais on est tellement plus puissant que ce qu'on imagine. C'est Ah mais incroyable. oui, oui, oui. Ouais. Moi, Mm. j'avais eu un scientifique à la retraite qui était venu m'écouter en conférence. Et puis, il vient à la fin et il me dit, il y a 2 ou 3 ans, je vous aurais jamais écouté jusqu'au bout, etc. Et maintenant, on commence à faire des travaux qui disent que la transformation de l'ADN en fonction de l'environnement familial, social, etc. Et donc, c'est plus rapide que ce qui était dit depuis des décennies où on disait, bah non, l'ADN, c'est figé, etc. Chaque événement émotionnel entraîne une transformation intérieure. Et donc, ça se transmet à nos enfants. Voilà. Mm. Mhm. Et alors, on a aussi, là, on terminera avec ça, on a Géraldine et Julie qui disent que dans leur clan, il y a des difficultés au niveau intestinal chez la Eh oui. plupart des membres. Alors là, je pense vraiment à l'introduction de notre live où on parle de nos tripes, où on Mm. parle du ventre, qui est évidemment notre deuxième cerveau, peut-être même le premier. Voilà, évidemment, enfin, sur le plan intestinal, ça se Mm. manifeste très, très souvent par là. D'ailleurs, la psychologie biodynamique a basé tout son travail sur sur l'observation du péristaltisme, qui parle notamment de cet environnement-là. Ouais. Il y a énormément de choses. Alors là, il faudrait encore un autre live. Ben, en fait, les Sur intestins, cette chose. ils résonnent, il n'y a qu'à voir, hein. Quelquefois, vous allez chez un magnétiseur ou un ostéo, tout de suite, les intestins se mettent à gargouiller, etc. Bon, ben, il y a tout de suite des informations qui arrivent, qui bloquent, mais aussi qui s'écoulent. Hein. Donc, ça va vite, en fait, la transformation et euh, le côté de l'émotionnel qui s'évacue. C'est super, hein, en fait. Hein. Donc, Mhm. on peut bloquer, mais aussi on peut beaucoup, beaucoup alléger. C'était encore un super moment en votre compagnie. C'était vraiment un grand merci pour votre participation. On arrive au bout de notre heure. On est à votre disposition si vous voulez échanger avec nous de manière individuelle, si vous voulez nous rejoindre au stage ou que sais-je. En tout cas, ce sera avec joie. On vous retrouve très bientôt. Prochain live dans 2 mois. Hmm. Je ne sais plus, Hélène, mais Je ne sais plus le thème. Je attends, sais bon, plus. enfin, on va vous écrire de toute manière, on va vous envoyer tout ça. On se retrouve, on va développer un autre thème à ce moment-là. Et on vous dit du coup à très bientôt. Merci. Merci. Merci à Au vous. revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au Merci revoir. Nathalie, Julie, Valérie, merci. À bientôt.